Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'achat, à la vente d'immobilier, à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau actuellement Aurélien Flamand, directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin. Bonjour Aurélien Flamand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On trouvait intéressant de regarder un petit peu ensemble ce que vous constatez dans les chiffres finalement des annonces sur Le Bon Coin en matière de tendance immobilière, parce que vous avez notamment sorti une étude qui s'appelle Mobilité résidentielle. Quels sont les vrais, je précise, aspirations de nos utilisateurs? La question à laquelle on va tenter de répondre, c'est concrètement qui bouge où et qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche effectivement à acheter une résidence principale. Déjà, est-ce que à la sortie de cette étude, vous avez vu des grandes différences, des grandes évolutions par rapport à ce que vous avez pu constater les années précédentes? Alors c'est vrai qu'initialement, aux sorties du Covid, on avait voulu conduire une étude avec le Crédoc pour essayer de voir si la légende urbaine de l'époque qui faisait état d'un exode urbain s'avérait réelle. Les conclusions étaient que c'était plus nuancé qu'on ne le supposait. Donc il y avait des mobilités sur des métropoles de province, mais des mobilités qui s'étaient amorcées avant le Covid et qui restaient dans des proportions assez limitées. D'accord, qui n'ont pas été déclenchées finalement à la réouverture des économies suite au Covid. Ça avait déjà commencé un petit peu avant. Tout à fait. Et en fait, on s'est dit, il n'y a peut-être pas mieux comme laboratoire que Le Bon Coin. On touche 40 millions de Français sur une année. Donc on s'est dit, pendant 2 ans, on va continuer à suivre ce que sont les envies, puisqu'on est quand même une plateforme de désir, bien sûr, de recherche. Et on a donc observé ce qu'était le comportement de nos annonces dans la catégorie immobilière. Et puis pour affiner et savoir si le désir était conforme avec la réalité, on a conduit une étude auprès de 7000 de nos utilisateurs dans l'IMO pour qu'eux nous expliquent concrètement ce dont ils avaient envie et ce que c'est véritablement devenu. Et alors, est-ce qu'il y a des conclusions qui sont, j'ai envie de dire, contre-intuitives, comme ce que vous nous disiez, ou en tout cas plus nuancées que la réalité? L'exode urbain, par exemple, vous le constatez aujourd'hui, par exemple, les utilisateurs franciliens cherchent absolument à acheter ailleurs qu'à Paris un appartement ou une maison? Alors, comme on est des bons Parisiens, qui dit urbain dit Île-de-France, mais urbain, c'est aussi Marseille, c'est vrai. Bordeaux. C'était un exemple comme ça, voilà. Effectivement. Donc, il n'y a pas d'exode urbain au sens propre du terme, c'est-à-dire que le constat qui serait de dire les grandes métropoles sont désertées au profit de toutes petites agglomérations dans le fin fond du Larzac. Non, ce mouvement-là ne se passe pas. En revanche, il y a un mouvement très net et qui est très opposé. Les grandes et moyennes villes ont des mouvements assez linéaires. On quitte une grande ville, on va dans une grande ville. D'accord. Mais les grandes métropoles s'effondrent, elles perdent 7 points d'attractivité et ça se fait au profit de petites villes, voire même de communes rurales. Mais la particularité quand même, c'est que ça reste une grande périphérie des métropoles. D'accord, donc on s'éloigne du centre-ville, mais on reste quand même dans la métropole où on a son travail, où on a ses habitudes. Donc en fait, on est sur une mobilité, un exode que je dirais périurbain, où on élargit un petit peu le cercle et où surtout aussi, on le constate, ces mobilités-là sont sur des centres périurbains, mais plutôt sur la côte atlantique, région PACA, région Rhône-Alpes, qui ont toujours été des centres d'attractivité. Donc du coup, si je comprends ce que vous nous dites, on parle de Lyon, de Bordeaux, de Bayonne, de Biarritze, de Marseille peut-être également. Là encore, côté contre-intuitif. Non, c'est pas ça. Marseille, c'est le champion du monde en ce moment. Marseille a un coût de l'immobilier à plus 7% actuellement. Dans ce qu'on a pu analyser, la ville au premier semestre a pris 10 points en taux d'attractivité. Mais en revanche, des villes qu'on citait assez spontanément comme des mobilités de province comme Lyon ou comme Nantes, nous, sur la plateforme, on constate que le stock d'annonces, qui traduit un peu l'état de l'offre, bien sûr, complètement, augmente. D'accord. Et ce qu'on appelle le taux d'attractivité, qui est le nombre de demandes sur nos annonces, a tendance à baisser. Et donc là où on supposait que ces 2 agglomérations de province, ces métropoles de province avaient un grand pouvoir d'attraction, c'était vrai il y a 2 ans, c'est plus difficile aujourd'hui. Probablement pour des problématiques de coût de l'immobilier dans ces agglomérations. Alors, on va parler effectivement de votre constat peut-être en matière de coût d'immobilier ou même de financement de l'immobilier. Juste avant, puisqu'on parle de constat contre-intuitif, j'ai envie de vous poser la question de la maison individuelle par rapport à l'appartement. C'était effectivement quelque chose qu'on entendait beaucoup lors de la réouverture des économies post-Covid. On voulait aller se mettre au vert, donc on voulait quitter la ville et avoir un bout de jardin, un accès à l'extérieur ou une maison. Est-ce que vous constatez que les annonces de maisons sont beaucoup plus regardées, par exemple, que les annonces d'appartements sur Le Bon Coin? Alors ça n'a pas changé. Et le désir de maison est toujours très fort. Pour là encore vous donner un peu le déséquilibre, le contenu maison dans nos contenus vente immobilière, c'est à peu près les 2 tiers du contenu. D'accord. Voilà, 65%.
Mais le Donc taux il y en a beaucoup qui d'attractivité, sont en vente alors, ça veut dire. bien sûr, Oui. bien sûr. Enfin, beaucoup. Une proportion importante. Oui, bien sûr. Mais oui, le oui. volume n'est pas suffisant pour répondre à la demande, D'accord. malheureusement. Ouais. Mais en revanche, si vous analysez comment se répartissent les requêtes et les demandes sur nos annonces, c'est 83% des demandes qui sont portées sur des annonces de maisons. D'accord. Donc il y a quand même un décalage important. Et ensuite, effectivement, vous disiez, il y a beaucoup de maisons en vente. Oui, mais il y a peut-être la problématique du financement qui se pose. Et puis là où on aurait dû constater un boulevard pour les constructeurs de maisons individuelles, l'année dernière était une très belle année. Cette année, c'est une année beaucoup plus compliquée au regard de l'évolution du coût des matières premières. Et donc même sur la construction neuve, il y a un problème de stock en fait, et d'offres. Il y a un problème d'offre, pas un problème de demande, mais un problème d'offre. Non, là, on est Effectivement, la vraiment- demande est toujours là, mais La demande est toujours forte et l'offre n'est pas suffisante puisque soit vous ne pouvez pas financer ce qu'on vous propose, soit l'offre étant faible, le bien idéal et rêvé que vous souhaitez acquérir, en fait, il n'existe pas. Donc vous gardez votre maison. Mhm. Et puis soit le fantasme que vous aviez nourri il y a 2 ans de plus d'espace était justifié parce que l'envolée des prix était un peu plus nuancée et les taux d'intérêt étaient très bas. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez aller chercher votre maison, mais plus à la taille que vous aviez envisagé, donc vous ne bougez pas. Donc vous restez effectivement là où vous êtes. Vous avez mentionné le niveau de prix plusieurs fois. Alors effectivement, sur Le Bon Coin, on suit l'avis de l'annonce, effectivement de l'offre, également de la demande. Vous n'intervenez pas sur la transaction finale. Vous n'avez pas effectivement le chiffre final de la transaction. Est-ce que vous avez quand même des éléments, des données sur la perception du niveau de prix, que ce soit effectivement dans la région Atlantique, en Rhône-Alpes, en PACA, ou même effectivement sur le marché parisien? Ce qu'on arrive à identifier, c'est... alors, je ne vais pas dire qu'on fait du prédictif aujourd'hui, mais cette étude nous a quand même permis de comprendre que l'évolution de nos contenus et l'évolution de la tension au niveau de la demande était étrangement corrélée avec l'évolution des prix au mètre carré. D'accord, oui. Ce qui semble assez logique. Plus on regarde, Et donc, plus on regarde une offre, globalement, plus le prix est aligné avec ce qui, voilà, et ce qui donc, correspond aux attentes des gens. Exactement. Le stock des annonces parisiennes a doublé en l'espace d'1 an et demi, et on voit bien qu'à Paris, ça fait quelques mois que les prix sont en baisse, ce qui est assez inédit. L'autre indicateur qu'on a également, qui est très visuel en tout cas pour n'importe quel utilisateur, c'est que vous pouvez voir les prix qui sont en baisse dans les catégories vente immobilière. D'accord. Donc ça Et veut dire que c'est pas parti au prix, effectivement. C'est pas parti au prix. Et en fait, ces petites flèches vertes qu'on voit dans nos listings étaient assez peu présentes, notamment à Paris, il y a de ça 2 ans. Or, aujourd'hui, on est sur à peu près 25 à 30% des annonces qui font apparaître ce petit picto. D'accord. Alors que les villes à forte traction, comme des villes comme Montpellier, Marseille, Nice, sont absolument pas concernées par ce sujet-là pour le moment. Donc, si je comprends bien, quand on est dans une grande métropole en centre-ville, on constate un tassement des prix, c'est ça? Certaines. C'est pour ça que je Certaines, vous pas disais, toutes. Oui, on c'est ne peut ça. plus maintenant avoir une analyse homogène du marché. C'est-à-dire que de manière globale, on va vous dire il y a un problème d'offre, il y a un problème de mandat. C'est vrai. Mais la question commence à se poser différemment selon que vous parlez de Lyon, de Paris ou de villes dans le sud qui ont encore une forte attractivité. Bon, il y a un sujet financement immobilier également, coût de l'emprunt. Coût de l'emprunt ou accessibilité à l'emprunt, c'est le sujet actuellement. Là aussi, vous constatez que ça a un impact sur le marché immobilier, sur les transactions, sur l'offre immobilière? Malheureusement, oui, parce que quand on est sorti du Covid, on parlait tout à l'heure d'une plateforme de désir. On était monté à des pics d'audience à hauteur de 17 millions de visiteurs uniques aux sorties de l'été 2020. Or, on a constaté derrière que 70% seulement des projets avaient abouti, 30% ne l'avaient pas. D'accord. Ne s'était pas concrétisé. Et dans la très grande majorité, c'était pour des problématiques de financement. Et comment vous arrivez à le voir? C'est vrai que c'est en lien avec le financement. Ça, c'était sur l'étude déclarative qu'on a fait auprès de 7000. Malheureusement, la plateforme ne nous donne pas cette finesse-là. Non, ce qui, moi, aujourd'hui, m'inquiète et me dérange un tout petit peu, c'est que, je apportais cette nuance tout à l'heure, c'est pas que les Français ne peuvent pas se financer aujourd'hui. C'est qu'on ne veut pas les financer. Quand vous regardez aujourd'hui le taux moyen d'endettement des Français sur le prêt immobilier, il est aux alentours de 28%, donc on est très très loin du seuil de 35%. Et on estime qu'il faudrait que les taux d'intérêt dépassent les 4% pour qu'on commence à être sur ces seuils-là. Bien sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des séquences un peu par à-coup, à mesure qu'on révisera ou pas le taux d'usure, dont on a beaucoup parlé. Donc il a été révisé en octobre, bouffée d'oxygène. Donc on a un petit peu relâché le crédit. Mais ça ne fait que reporter de 3 mois le problème. Ça fait que reporter le problème, ouais. Probablement, même si la question du rythme du taux d'usure est en question avec le ministre du Logement. Mais le problème, c'est qu'on va faire perdre confiance aux Français dans leur capacité à emprunter de l'argent. Et ils vont finir par se convaincre eux-mêmes
qui ne sont pas capables de financer un projet immobilier. Alors qu'ils D'accord. pourraient le faire si on leur prêtait de l'argent. Donc ce que vous dites, c'est que le problème, c'est pas tellement l'accès au financement, c'est que si entre guillemets ça devient trop compliqué trop longtemps, il y aura une sorte d'autocensure dans l'acquisition Je immobilière. pense qu'on va aggraver le problème. On va aggraver le problème, c'est qu'il y aura une réalité, c'est que les banques ne veulent plus prêter, et on voit bien que notamment certaines banques, je crois, alors je ne vais pas la citer pour pas dire de bêtises, mais en tout cas des banques cessent de travailler avec certains organismes de courtage pour le moment, parce que prêter pour un investissement immobilier n'est Oui, plus assez rentable. il y a un sujet de rentabilité, effectivement, pour les Exactement. banques. Ouais. Donc ça, c'est le premier effet mécanique. Sauf que si vous répétez cette information aux Français, ils vont finir par eux-mêmes se dire, bon bah tant pis, j'attends. Et donc on aggrave le problème. Et donc on va de nouveau voir un ralentissement qui n'est pas favorable aux acteurs de l'immobilier, bien évidemment. Ni au niveau de prix actuel sur le marché. Merci beaucoup Aurélien Flamand d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter effectivement ces tendances en matière d'immobilier, notamment en matière de mobilité dans le résidentiel à la lumière des études que vous menez chez Le Bon Coin et des chiffres que vous avez. Je rappelle que vous êtes directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.